Ravi de vous retrouver sur le plateau TV de Pollutech 2016 pour un sujet initié par la Fédération nationale des travaux publics, eau, mobilité, énergie, les infrastructures, un enjeu stratégique des territoires de demain. Pour en parler, j'ai à ma droite Jean-Christophe Louvet, qui est le président de la commission développement durable de la FNTP, Jean-Marc Cornu, qui est président de la FRTP Rhône-Alpes, qui n'est pas encore devenue la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça ne saurait tarder. Juste à ma droite, à ma gauche, pardon, le vice-président du Grand Lyon, la métropole, en charge du développement durable, plan climat, biodiversité, Bruno Charles. Merci, bienvenue. Et puis Olivier Klein, qui représente l'intelligence des mondes urbains, et qui est aussi chercheur, et surtout chercheur, pour nous éclairer aussi sur cet aspect infrastructure. Alors on va essayer de poser d'abord le débat avec vous, Monsieur Louvet, en partant de la métropolisation. Pour faire simple, en 2050, on dit que 70%, voire un peu plus des personnes vivront dans les villes, dans les métropoles, parce qu'il n'y aura plus de villes. Donc métropolisation et besoin en infrastructure. Comment faites-vous déjà le lien, vous? Alors vous l'avez dit, le taux de la population urbaine va augmenter. Effectivement, on est sur les mêmes chiffres, 65-70% à l'horizon 2030-2050. La métropole va être l'outil d'administration des villes et des zones urbaines. L'un des sujets importants que les métropoles auront à gérer, ce seront les équipements. On dit couramment que la route est le premier réseau social de France. Et le plus ancien aussi. C'est pas le seul. Il y aura d'autres enjeux auxquels il faudra répondre. La mobilité, bien évidemment. L'énergie, l'eau et l'aménagement du cadre de vie, puisque toutes ces populations qui vont se retrouver concentrées émettront de nouvelles exigences. Oui, voilà, donc on pose bien le sujet. On ne parle pas que d'infrastructures routières dédiées à la mobilité, on parle d'infrastructures en eau, en énergie, tout ce dont ont besoin les métropoles et tout ce dont ont besoin les personnes et les foyers qui logent ou qui travaillent dans ces métropoles. Justement, Bruno Charles, vous êtes directement concerné. Le Grand Lyon, une énorme métropole qui se développe. Alors, quelle est votre vision, vous, de vos besoins actuels et de vos besoins futurs ? Énorme, ça dépend de quel point de vue. Nous sommes une grande ville française, une ville moyenne européenne et une petite ville mondiale. Si on se compare à Mexico avec 20 millions de personnes, ou à Pékin, ou même à Lima avec 8 millions de personnes, ou à Bogota, etc., nous sommes une ville moyenne. Et effectivement, une ville moyenne qui a une tradition d'infrastructure et qui a l'ambition de se... Vous savez, on est dans une ville qui se vante d'avoir 2000 ans d'histoire. Donc effectivement, on essaye de se projeter dans un avenir. Et cet avenir, on l'a marqué par des planifications, que ce soit le schéma de cohérence territoriale qui a échéance 2030, que ce soit le plan climat-énergie qui souhaite aller jusqu'à 2050 en termes de vision. Et notre ambition aujourd'hui, pour que notre ville reste vivable, c'est de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, quelles sont les infrastructures aujourd'hui qui nous permettent d'avoir une qualité de vie urbaine tout en diminuant la quantité d'énergie consommée et en divisant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant la biodiversité. L'enjeu, il est là. Et je peux vous promettre qu'on est très regardé, puisque quand je me déplace beaucoup dans les villes du monde, parce que les villes sont en réseau aujourd'hui, ce qu'on fait ici est regardé en Chine, est regardé en Amérique du Sud, est regardé en Amérique du Nord aussi d'ailleurs, et les infrastructures de la transition qu'on invente ici, ou qu'on n'invente pas, mais qu'on doit inventer ici, elles seront copiées et c'est autant d'opportunités de savoir-faire qui s'exportent. On y reviendra avec des exemples. Alors justement, Olivier Klein, vous êtes donc membre du COPIL d'intelligence des mondes urbains et chercheur. Vous me disiez en préparant cette émission que finalement, infrastructures et villes entretiennent des relations assez complexes. Oui, alors... Bon, tout d'abord, 2 mots sur intelligence des mondes urbains. Il s'agit en fait de l'Université de Lyon qui, dans un dispositif financé par le Grand Emprunt, le PIA, a mis en place une espèce de club, on va dire, de chercheurs et de laboratoires autour de la question urbaine, qui s'appelle donc IMU, Intelligence des mondes urbains, autour de la question urbaine, c'est-à-dire toutes les questions urbaines. L'idée, c'est de rassembler l'ensemble des compétences de l'université sur l'ensemble de ces thématiques, que ce soit le génie civil ou la sociologie des habitants, pour offrir des réponses qui soient croisées, non seulement entre chercheurs et entre domaines disciplinaires, vous savez que c'est pas toujours simple, mais aussi
avec ce que nous on appelle les praticiens, c'est-à-dire la vraie vie, la vraie ville. Hein, donc voilà. À partir de là, bon, on a des visions, chaque chercheur différentes, mais c'est vrai que autour des infrastructures, on a une relation complexe. Pourquoi je disais complexe ? Parce que parfois un peu schizophrénique. À la fois, les infras et la ville n'existent pas l'une sans l'autre. Hein. Et en même temps, construire des autoroutes ou un adducteur d'égout en ville, c'est bien plus compliqué que de le faire à la campagne, c'est bien plus cher, c'est bien plus nuisant, c'est bien... voilà. Donc, on a cette relation un petit peu ambiguë, où la ville ne peut pas vivre sans ses infras, et en même temps, voilà, ça serait tellement plus simple de les faire ailleurs. Comme disait Alphonse Allais, faire la ville à la campagne. Monsieur Cornu, vous êtes président de la FRTP, la Fédération Régionale République Rhône-Alpes. Pour faire simple, une infrastructure routière, on parlera d'énergie et d'eau plus tard. Si on va aller d'un point A à un point B, on ne tire pas un trait. En plus, dans une ville comme Lyon ou dans d'autres métropoles, c'est impossible parce que l'espace urbain est occupé. Donc, quelle est votre stratégie, quelle est votre vision des infrastructures de demain, celles qui seront au service des métropoles ? Alors d'abord, pour dire effectivement, les infrastructures, et ça a été dit par Bruno Charles, les besoins sont énormes. Ils sont énormes en ville, mais il ne faut pas oublier, je ne voudrais pas qu'on oppose quand même la ville et la ruralité. Parce que la ville, sans son environnement, ça ne marche pas. Et si on parle d'infrastructures routières, il ne faut surtout pas se limiter à l'infrastructure routière, parce que souvent on s'aperçoit que c'est l'arbre qui cache la forêt, et souvent ça oppose. Parce que là, on est en train d'opposer des modes de transport, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on dépasse ça, mais il est clair que, je dirais que les infrastructures sont au cœur du bien vivre ensemble. Donc elles sont au cœur du bien vivre ensemble, bien sûr dans les grandes villes, qui a ses propres problèmes, c'est clair, mais il faut savoir que les routes que nous faisons, les autoroutes que nous faisons, ce sont des éléments qui relient les hommes. En fait, nous, on relie les hommes. Et je pense que dans toute vision à long terme pour les gens qui nous gouvernent, ça doit être quelque chose qui doit guider ça. Alors effectivement, vous m'avez dit, on ne fait pas un trait. C'est clair, on ne fait pas un trait. Moi, j'ai appris à l'école que le chemin le plus court d'un point à un autre, c'est une ligne droite. Là, je pense que c'est une erreur, et je pense que quand on a fait ce type de construction par le passé, on a commis beaucoup d'erreurs. Et je crois qu'une des erreurs, on le retrouve effectivement au cœur de l'île. J'étais sur le périphérique lyonnais ce matin, et quelqu'un à mes côtés me disait, mais si l'intelligence artificielle se mettait au service des infrastructures, on pourrait par exemple dire à quelqu'un, ne démarrez pas votre voiture pour prendre votre autoroute ou votre périph', attendez 10 minutes pour qu'on régule effectivement la circulation. Donc déjà, on met de l'intelligence dans l'infrastructure, ce qui bien évidemment n'existait pas. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, puisqu'on a une application qui s'appelle Optimode, qui est capable de vous calculer, c'est un GPS prédictif multimodal, qui est capable de vous calculer sur un trajet, avec plusieurs modes, selon si vous prenez le métro, puis le vélo, puis ou à pied, puis votre voiture, peu importe, le temps de trajet 1 heure à l'avance. Donc ça, effectivement, mais qui vous laisse le libre choix. Bien sûr, mais voilà. Il vous dit, à telle heure, le trafic sera de temps, et il sera peut-être plus facile de prendre le métro ou d'y aller à pied, plutôt que prendre votre voiture. Mais ça règle pas le problème, en réalité. Ça, c'est effectivement sur la marge. En vérité, en ville, 60% des déplacements automobiles font moins de 3 km. La question, c'est comment on réménage le canyon urbain pour que les déplacements piétons, les déplacements vélos soient sécures, c'est-à-dire qu'on se sente en sécurité et que ce soit agréable. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir un ordinateur qui pense à notre place, il s'agit de rendre la ville sobre et agréable. Olivier Klein. Alors, sur cette question d'infrastructure et de mobilité, mais d'infrastructure en général, je pense qu'il y a... Aujourd'hui, il ne s'agit plus effectivement de construire des lignes droites, mais il ne s'agit plus seulement de construire. C'est-à-dire qu'on a déjà un stock d'infrastructures existantes extrêmement important qu'il faut entretenir, qu'il faut faire fonctionner, qu'il faut rénover, qu'il faut... donc il y a des vrais enjeux avec, on voit selon les réseaux, selon les endroits, des vrais enjeux. Hein. En Ile-de-France, ils ont sous-investi dans l'entretien du réseau RER de manière gravissime, avec une facture qui aujourd'hui s'élève à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc on est sur des enjeux qui peuvent être colossaux. Donc faire fonctionner ces infrastructures, c'est une première chose. Deuxième chose qui évolue beaucoup, c'est quel usage on leur donne. Jusqu'à présent,
dans un tuyau, on mettait soit de l'eau, soit de l'électricité. Sur une route, on mettait des voitures, etc. Aujourd'hui, sur une autoroute, on va mettre des voitures particulières, des gens qui font du covoiturage, des autocars, on a une multiplicité d'usages, même si c'est toujours du déplacement, effectivement, on ne va pas faire circuler les gens dans les égouts, on est d'accord, hein, mais une multiplicité d'usages et puis de modes de gestion, de pilotage de toutes ces infras. Donc il y a des vrais enjeux autour de ça qui renouvellent les questions. Alors, ça m'amène directement à Jean-Christophe Louvet et à ce que dit la FNTP sur ce sujet. Vous dites clairement qu'il faut investir massivement, plus que prévu, dans les infrastructures, sous peine de se retrouver dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, dans une situation de goulot d'étranglement où on ne pourra plus du tout respirer, non pas de respirer de l'air, j'espère qu'on respirera encore de l'air, mais en tout cas respirer dans les villes en matière de mobilité, d'accès à l'énergie, etc. Alors, on fait plusieurs constats. Un vient d'être fait. Vous avez posé une question sur les routes et la fin de la réponse a été mobilité et usage, qui quasiment aux antipodes de votre question, et pourtant c'est la réponse. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y a un glissement, il y a un changement. Et effectivement, pour répondre à votre question de tout à l'heure, les routes, les voies, la voirie intra-urbaine n'a rien à voir avec la voirie extra-urbaine. Et où là, effectivement, on peut être d'un point A à un point B, je dirais, dans le sens le plus court, et encore pas toujours, parce qu'il y a d'autres incidences. En ville, on est sur une logique d'irrigation, donc on n'est pas du tout, et de mobilité et d'usage. Très clairement, on est là sur un concept totalement nouveau. Mais c'est pas vrai uniquement pour les déplacements et pour la mobilité. On va avoir le problème pour l'énergie. Aujourd'hui, là où on avait jusqu'à un passé assez récent uniquement des lieux de consommation d'énergie, là aujourd'hui, on a des endroits dédiés à l'habitat ou à l'industrie ou au commerce qui vont aussi être des lieux de production d'énergie. Ça change complètement, ça renverse complètement les formats de construction habituels, puisque là, on ne sait plus très bien où doivent être les gros tuyaux, où doivent être les petits. En plus, les besoins ne sont pas les mêmes simultanément, donc il faut gérer, et là encore, l'intelligence artificielle, la gestion de tout ça, et le numérique va être mis à contribution. D'autres sujets qui vont venir interférer dans ces aménagements-là, ce sont les besoins propres et les besoins nouveaux. Le numérique, aujourd'hui, plus personne ne tolère de ne pas avoir un réseau à disposition, un Wi-Fi, une ligne, un lien téléphonique. Et on sait combien la France est en retard sur ce sujet. Et la France n'arrête pas d'en parler. Je rappelle des autoroutes de l'information de M. Fabius en 1985. Donc on en parlait déjà, c'est un peu une particularité chez nous. Et c'est aussi ce qui fait qu'on commence aujourd'hui à porter le discours de façon assez vive. C'est qu'il nous faut tellement de temps pour commencer à faire les choses. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet, de parler de manière assez vive de ce sujet-là. Qu'est-ce que dit la Fédération nationale des travaux publics ? La Fédération nationale, elle dit qu'il y a besoin de mettre à niveau un certain nombre d'infrastructures. Il y a besoin de reconditionner pour mettre à niveau des nouveaux besoins et nouveaux usages. Il y a besoin de reconsidérer l'approche contractuelle traditionnelle qui remonte, excusez-moi du peu, à la deuxième moitié du 19e siècle. Là, vous parlez des relations entre le donneur public et les entreprises privées. C'est quand même juste un des fondements, puisque c'est le point de départ. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Et il faut aussi, et vous y avez fait allusion, M. Klein, envisager d'entretenir. On a le défaut dans ce pays de considérer que quand on met en place une infrastructure, on est à peu près dans le même état que les Romains qui ont construit le pont du Gard. C'est-à-dire qu'on va le mettre là et on espère que dans 2000, 3000 ans, il y aura encore des générations à venir s'esbaudir sur la qualité, sur l'intelligence constructive des gens qui étaient en place à ce moment-là, et que tout ça sera traversé les siècles sans que rien ne soit fait. C'est faux. Aujourd'hui, on sait très bien que des infrastructures réclament, exigent... Non pas de pierre angulaire, comme on dit. Voilà. Alors, on va essayer de prendre, j'ai compris ce que vous dites, il faut investir, construire, maintenir. On va revenir sur l'exemple de Lyon et du Grand Lyon. Il y a bien sûr un exemple à Lyon, c'est Confluence, où on a reconstruit la ville sur la ville. Mais moi je me dis, est-ce qu'il est possible, dans tous les domaines, dans le domaine de l'eau, de l'énergie et des mobilités, de toujours reconstruire la ville sur la ville ? Est-ce qu'il n'y a pas une limite ? C'est pas est-ce qu'on peut, c'est il faut. Alors, on n'a pas de choix. Oui. On est dans un monde limité et on a le choix. Quand on a des ressources limitées, soit on organise la répartition de ces ressources et tout le monde en a un petit peu pour lui,
soit on laisse faire le hasard, ou comme vous voulez, vous planez un marché, et il y a quelques-uns qui auront les ressources, et une pauvreté sans précédent. Le passage à un monde limité pose une question de planification des ressources. Et là-dessus, là où on a un point commun, c'est que l'infrastructure est par définition une optimisation des ressources, une optimisation collective des ressources. Et on a besoin d'un investissement considérable sur une génération pour construire les infrastructures de la ville sobre, et dans le monde entier. Un exemple, le plan climat de la métropole de Lyon. Le plan climat de la métropole pour les objectifs 2020, qui sont les fameux 3x20, qui sont ceux du Conseil européen, moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre, 20% de sobriété énergétique et 20% de part de renouvelables. L'investissement nécessaire à Lyon, c'est à peu près 8 milliards d'euros, dont 2 milliards d'euros d'investissements publics. Donc il faut, comme vous le disiez, une coordination, une synergie entre l'investissement public et l'investissement privé. Il faut que le politique soit plus seulement donneur d'ordre, mais organisateur et organise effectivement avec les partenaires industriels la coordination des investissements. Mais 8 milliards d'euros, c'est juste le budget d'investissement de la métropole sur un mandat, c'est-à-dire 6 ans, c'est 3 milliards. Ouais, et vous dites sans une certaine fierté, nous à Lyon, on arrive à co-construire avec des entreprises privées, des fédérations, le MEDEF, etc. On arrive effectivement à sortir ces 8 milliards. Ce qui nous permet aujourd'hui de tenir nos objectifs environnementaux, c'est-à-dire climatiques, c'est la capacité à créer une vision commune avec les acteurs industriels. Sans ça, on n'y arrivera pas. On a des accords et des désaccords, c'est-à-dire que chacun a des objectifs qui ne peuvent pas forcément être convergents. C'est-à-dire que là, on a une vision commune, il faut investir massivement sur les infrastructures. Par contre, sur lesquelles ? Si on investit sur des infrastructures qui aggravent la facture carbone, l'usage, la dépendance au carbone et au pétrole, on va vers la catastrophe. Si on investit sur les infrastructures de la sobriété, là, on peut garantir à nos enfants et à nos petits-enfants une vie digne, voire meilleure que la nôtre. Alors, Jean-Marc Donc, il ne faut pas se tromper d'infrastructure. Ouais. Jean-Marc Cornu, vous êtes président de la Fédération régionale. Vous êtes avec Bruno Charles, vous discutez avec d'autres, le patronat, les artisans, etc. Et qu'est-ce que vous apportez dans la corbeille de la mariée ? Alors d'abord, c'est fondamental de se rencontrer, de dialoguer. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis un certain temps. Et je pense que c'est effectivement, il faut qu'on arrête ces oppositions stériles. Faut qu'on arrête aussi d'opposer nos systèmes d'approche. Parce que je pense que sur l'approche peu de choses nous séparent. Parce que les entreprises de travaux publics, elles veulent s'inscrire dans des projets vertueux. Bien sûr. C'est clair. C'est l'avenir. Et je dirais qu'il y a aucune entreprise aujourd'hui ne va pas dans ce sens. Alors comment justement on peut partager les projets vertueux ? Ça, c'est des choix qui doivent être faits. Parce que dans une entreprise de travaux publics, il y a des citoyens. Moi, je suis un citoyen. Donc moi aussi, je veux avoir un avenir radieux pour ce qui m'entoure, pour le paysage dans lequel je vis, dans lequel j'aménage. Donc forcément, on est obligé de se rencontrer. Forcément, on est obligé de trouver des solutions. Et alors concrètement, et je vous donnerai la parole juste après, sur le Grand Lyon, si effectivement il y a des infrastructures pour parler d'infrastructures routières, enfin routières de mobilité, à mettre en place, avec qui vous allez vous concerter ? Pas uniquement avec le Grand Lyon. Il y a tout un ensemble d'acteurs. S'il y a une zone d'activité qui s'implante ici, une zone commerciale, enfin bon, comment ça fonctionne ? J'aimerais comprendre. Mais j'avais envie de dire, jusqu'à 2030, le schéma est dessiné, ça s'appelle le schéma de coordination territoriale, et on sait où on va. Ça a été voté, et je crois qu'il y a j'ai un consensus sur la vision qui s'est dégagée du point de vue politique et sur lequel qui est public, dans lequel les entreprises s'inscrivent. La question pour moi, elle n'est pas tellement à l'intérieur de la métropole, mais plutôt ce qui relie les pôles aujourd'hui. Il faudrait changer de vision des infras et aujourd'hui, on est comme vous le disiez, on est sur les infras du 19e. Les autoroutes, c'était conçu au 19e. Au lieu de faire des autoroutes, on pourrait faire des hyperloops ou d'autres infrastructures qui sont des infrastructures de l'avenir. Et d'urgence, il faut changer de modèle. Olivier, la question, elle est là. Mais par rapport à ça, je pense, et sans vouloir donner de leçons, parce qu'ici, je suis celui qui fait rien. Il y en a qui décident et dépensent l'argent public, qui affectent l'argent public, on va dire ça comme ça. Il y en a qui construisent. Moi, je suis celui qui fait rien. À part que je suis citoyen et donc je roule, je consomme, etc. Aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a un vrai effort collectif à faire pour redéfinir les infras, leur donner une adaptabilité qu'elles n'avaient pas forcément dans le passé, où on avait des visions, où finalement on construisait les infras dont on estimait avoir besoin, et puis la vie, les humains s'adaptaient. Aujourd'hui, on a besoin d'infras qui soient résilientes,
qui aujourd'hui servent à un usage, qui peuvent demain éventuellement servir à d'autres choses. On a besoin de concevoir des infras qui sont capables de s'adapter finement dans tel quartier. Tel type d'infra n'a pas le même usage, le même ressenti, répond pas aux mêmes besoins que dans tel autre quartier. On ne fait pas partout la même chose. Donc il y a un vrai travail là-dessus qui est à la fois technique, à la fois décisionnaire. En termes de planification, les choses sont plus complexes, mais aussi, on va dire, un travail humain, c'est-à-dire essayer de brancher tout ça sur les gens qui vont utiliser, que ce soit les gens, les habitants, que ce soit les entreprises, que ce soit parce que ces infras, on peut pas les dérouler comme un tapis sur l'ensemble de la ville. Oui, enfin, si on reprend un exemple simpliste, quand on a voulu construire le périphérique à Paris, on s'est dit, on fait un cercle qui va contourner Paris sur 360 degrés. Oui, mais c'était les années 60, et puis voilà. Je remarque qu'il y a des zones où il est couvert, et puis des zones où il est plutôt surplombant, sur des quartiers en général plus pauvres. Donc déjà à l'époque, on avait une forme d'adaptation, on va dire. C'est pas forcément celle-là que j'appelais, mais... pour rester sur l'exemple parisien, on a d'abord construit les maréchaux, ensuite le périphérique, ensuite la 86, ensuite la 104, et maintenant on est sur un projet Grand Paris avec une super autoroute qui va aller à 100 km de Paris, et avec des usages, et j'en reviens aux usages, qui ont vraiment changé. On sait que beaucoup d'habitants de l'Oise, du Loiret, de Lyon viennent travailler sur Paris. Donc là, on est dans une concentration, et manifestement, on n'a pas prévu ça du tout. Alors, vous dites, vous avez un schéma à 10, 20 ans, 30 ans, mais ça suffit pas. 30 ans, c'est trop, c'est tout de suite 30 ans. Mais si vous voulez planifier, il faut qu'effectivement notre planification à 20 ans elle soit compatible avec une vision à 50 et à 100 ans. Mais évidemment... Et comment imaginer les usages? Vous disiez, dans un quartier, on ne fait pas forcément la même chose que dans un autre quartier. Comment avoir cette vision-là? Vous savez, d'abord, il faut se mettre en tête que notre ville, la ville de Lyon, elle a 2000 ans. Donc ça fait 2000 ans que des gens s'inscrivent. Il y a des rues, des tracés de rues, comme la rue Sergent Blandan, au pied de la Croix-Rousse, qui a 2000 ans. Donc c'est pas... les villes, elles sont durables. La question, c'est comment nos modes de vie à l'intérieur le redeviennent. Depuis un siècle, elles ne sont plus. On a dépassé les capacités les limites de la planète, les capacités de fournir. Et aujourd'hui, l'explosion mondiale, population et productivité fait qu'on ne tiendra pas sur ce mode de développement. Donc comment on réinvente à l'intérieur d'une enveloppe qui va peu bouger? Si je vous dis qu'une rue, mais que c'est pareil à Saint-Jean, Saint-Jean, c'est depuis la Renaissance, le quartier, il n'a pas beaucoup bougé. Les villes, elles ne vont pas changer énormément. Donc c'est comment on adapte nos modes de vie à l'intérieur pour vivre mieux. Et si on ne le fait pas, si on ne va pas vers une ville plus sobre, plus écologique, on va vers la pauvreté. C'est ça le choix politique qu'on a aujourd'hui. Soit on prend la main sur la transition vers la sobriété écologique, soit les ressources, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et croyez-moi, vu la géopolitique mondiale et l'émergence de la Chine et d'autres, les ressources ne viendront pas forcément chez nous. J'aimerais qu'on creuse cette question sur effectivement ce que font les autres. La France a de beaux exemples à montrer au monde, mais vous me disiez par exemple que, bon, et je le savais avant, mais vous me l'avez rappelé, que la Chine construisait des villes nouvelles intelligentes et qu'elle était capable, à très court terme, de nous, entre guillemets, donner des leçons et venir construire nos villes. Vous savez, quand on visite des villes chinoises avec des responsables chinois, je pense à une ville moyenne en Chine qui s'appelle Wuhan. Wuhan, c'est 8 millions d'habitants aujourd'hui, et les responsables nous disent, on pense qu'on est 8 millions aujourd'hui, en 2050, on sera 30 millions. Ça signifie la moitié de la France sur la moitié du Rhône, en gros. C'est comment ils font pour construire des villes, pour tenir autant de gens dans une ville soutenable. Et là, ils construisent un écoquartier. Un écoquartier chinois, c'est 200 000 habitants, donc c'est plus que la ville de Saint-Étienne. Et ils nous disent, on a vu ce que vous avez fait à Confluence, mais aussi au Carré de Soie, mais aussi dans d'autres quartiers, et on sait que vous êtes en train de tenir, parce que c'est ce qu'il faut dire. On a aujourd'hui des vrais exemples, puisque nous sommes en train de tenir notre engagement carbone. C'est-à-dire que la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas seulement un engagement, c'est une réalité. On est à moins 10% depuis 2008. Et ça s'accélère puisque nos politiques montent en charge. Nous sommes... faut pas être trop optimiste parce qu'il faut tenir... mais nous pouvons réussir, nous sommes en mesure de tenir nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et les Chinois, ce qu'ils regardent, et les autres aussi, c'est les bons exemples et les résultats. Donc aujourd'hui, comment ils font? Et ils nous disent, mais vu que vous avez le savoir-faire, emmenez-nous vos entreprises. Et très crûment, ils nous disent, vous avez des modèles de villes, et on n'en a pas beaucoup dans le monde, et ils viennent chercher le savoir-faire là où il est. C'est pour ça que la transition écologique, ça peut être perçu comme un handicap, ça peut être perçu comme une contrainte de nos positions. En réalité,
c'est la principale source de capacité d'exportation, de richesse et de savoir-faire aujourd'hui qu'on est sur le territoire. C'est ce savoir-faire qu'on peut mettre en commun. Et de croissance économique, de relance économique. Je voudrais qu'on en parle, Monsieur Louvet, de la relance économique à travers ces nouveaux projets, ces nouveaux horizons. C'est la croissance verte, c'est ce que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps à Lyon, c'est le fruit d'un rapport qu'on a travaillé et produit à la fin du premier semestre à la FNTP. Et l'idée est précisément, alors je rassure Monsieur Klein, non, vous ne servez pas à rien, on a besoin de vous, surtout ne vous arrêtez pas, puisqu'à fin de compte, et c'est un petit peu ce que l'on a montré, entre autres, c'est pas la seule chose qu'on a mis dans ce rapport, mais c'est cette synergie qu'il y a effectivement entre des acteurs publics qui sont décidés, des scientifiques qui nous disent, à défaut de nous dire ce qu'il faut faire, sont capables de nous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce qui est déjà une façon de limiter les orientations, et pour nous derrière, de nous préparer techniquement, de travailler à la recherche de méthodes et de technologies nouvelles, de former des équipes qui seront prêtes en temps et en heure à réaliser les infrastructures qu'on nous réclamera, parce que entre faire du chemin de campagne ou des remembrements comme on faisait dans les années 60 et faire de l'aménagement urbain quasiment au niveau de la dentelle. Dans vos entreprises adhérentes, vous sentez, enfin ça vous remonte que les nouveaux entrants, les jeunes sont formés pour ça, qu'il y a vraiment pas une spécialisation, une sorte de changement un petit peu de modèle quand on se lance dans le monde il y a des écoles d'ingénieurs TP, donc est-ce qu'on les forme particulièrement aussi à ça? Particulièrement, non. À ce jour, j'étais à une remise de diplôme samedi dernier. Je suis arrivé avec mon rapport sous le bras. Je l'ai laissé au directeur de l'unité en lui disant voilà, j'ai expliqué effectivement à des jeunes qui venaient d'être diplômés qu'en fin de compte, il manquait quelques étages, mais après tout, on est aussi les cursus vont évoluer. Voilà, que les cursus et que les demandes vont évoluer et que la croissance verte qu'on propose aujourd'hui ne sera sans doute et vraisemblablement pas celle qu'on proposera dans 10 ans déjà, puisqu'effectivement on aura fait un tiers de notre programmation de 30 ans et qu'il faudra déjà repenser aux 10 ans qu'il y aura derrière. Oui, sur la formation, je peux apporter éventuellement quelques éléments. Parce que je crois que vous avez aussi un rôle de pédagogue. On est une émanation de l'Université de Lyon, donc on a un rôle de formation important, me semble-t-il. Ce que je veux dire, c'est effectivement, on a le même constat d'un certain nombre de formations qui ont sans doute du mal à s'adapter. Et en même temps, ce constat, on l'a fait. Et on essaye de se soigner. Donc, c'est pas très simple parce que ça implique, pour nous, comme pour vous, comme pour les jeunes, de casser un certain nombre de certitudes, de modes de raisonnement, y compris les jeunes, qu'ils ont déjà acquis. Nous, on forme par exemple des ingénieurs qui arrivent à l'école persuadés que quand on a une équation, on met les bonnes données, puis tac, on a une solution, et que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça, et que le développement durable implique de changer, y compris ces matrices de raisonnement. Donc on y travaille aussi pour mettre ensemble et confronter nos jeunes à différents champs de connaissances, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir faire un mur qui tient pour faire un mur durable. Il faut faire un mur qui tient, il faut faire un mur qui plaise, il faut faire un mur qu'on peut financer, il faut faire un mur joli, il faut faire un mur qui sert à quelque chose. Et qui soit recyclable. Et un mur, effectivement, qu'on peut éventuellement casser ou réutiliser, casser et recycler ou réutiliser à autre chose. Et donc ça casse complètement les schémas d'enseignement qui étaient les nôtres, dont on hérite aussi, parce qu'ils arrivent du lycée aussi avec ces matrices-là. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien au lycée. Voilà, bon, on y travaille, on a de nouvelles formations, on voit réfléchir, on est extrêmement intéressés à réfléchir avec les collectivités et les entreprises sur ce qu'on appelle les nouvelles professionnalités, c'est-à-dire ces nouveaux métiers d'ensembliers, de champs de connaissances. J'ai plein de propositions à vous faire. Alors, si je résume, pour essayer d'avancer, j'étais en train d'écrire en même temps que vous parliez, si je résume en 3 points, des villes courte distance, avec des infras intelligentes, des villes équipées sur mesure, plutôt par quartier que par canton, enfin dans l'esprit, plutôt par quartier que par canton, pour prendre, je dirais, un découpage un peu ancien, et puis durable et réutilisable. Ou évolutive. Ou évolutive. Qui veut commenter cette... En gros, c'est une rupture avec la pensée de l'urbanisme du XXe siècle, vous savez, qui, depuis le Corbusier, depuis les années 30, avait essayé d'adapter la ville à la voiture,
Et donc avait créé des quartiers, un quartier où on travaille, un quartier commercial, un quartier de loisirs et un quartier où on habite, et des flux. Et lui, il a fait tout ça dans un seul immeuble. On est en train de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire en sorte que près de chez soi, dans son quartier, on trouve des occupations, une activité économique, ce qui fait qu'on peut habiter près de son travail. La ville on peut trouver des commerces de proximité, on peut trouver des services de proximité, et donc on a une ville, on peut évidemment en sortir si on a envie, mais qu'on supprime tous les déplacements subis qui ne servent à rien et qui sont extrêmement consommateurs d'énergie, de matières premières et Et vous faites comment pour empêcher les centres commerciaux gigantesques qui se construisent partout en France et dans le monde? À quel moment vous dites à Unibail, par exemple, il faut... Enfin, vous dites vous ou d'autres, mais c'est du prosélytisme. Il faut arrêter de construire des... Ça, ce sont des choix politiques. Et ça, c'est une vision à créer. Vous avez une étude qui est sortie récemment sur comment la France a tué ses centres-villes. Aujourd'hui, n'importe quel maire a un choix. Soit il remet du commerce dans le centre-ville, il fait vivre sa ville, soit il construit des centres commerciaux de périphérie et il tue son centre-ville. Ça, c'est profondément un choix politique et une vision à créer. Et aujourd'hui, dans le Grand Lyon, on essaye de limiter et de ne plus construire des centres périphériques pour reconstruire une offre, y compris de quartier. Rien qu'un boulanger de quartier, une épicerie de quartier, ça évite d'aller... dans un supermarché. Alors, c'est pas tout. La grande distribution l'a bien compris aussi, puisqu'elle est venue se recentrer, donc elle a anticipé. Je voudrais qu'on aborde la question du haut débit Internet. Je ne sais pas qui veut s'exprimer sur cette question. Je peux enchaîner les deux questions. Pour faire simple, en France, on est bourré de zones blanches. Même en ville, on a des problèmes de connexion. Alors, c'est pas pour dire qu'on est geek et qu'il faut absolument connecter avec son smartphone. Mais bon, tout fonctionne aujourd'hui à partir de ce fabuleux réseau. Donc, pourquoi on est en retard et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille plus vite? Alors, bon, je ne sais pas exactement pourquoi on est en retard, mais juste pour lier les deux questions. Je pense que derrière ces questions d'Internet et de besoin d'Internet, derrière ces questions de centres commerciaux, il y a fondamentalement aussi l'évolution des besoins, des modes de vie, des habitudes de consommation. Et on voit bien comment le plus grand centre commercial qu'on a construit ces dernières années sur Lyon, mais c'est le e-commerce, c'est Internet. On l'a construit, c'est-à-dire effectivement, il a fallu des Amazon, des Google, etc. Mais il a fallu aussi que nous, chacun de nous, on y trouve un intérêt et on fasse fonctionner, on génère les flux de ce type de commerce et finalement on participe au modèle économique. Donc il y a ça derrière. Le haut débit, ça correspond à quel besoin? Ça correspond à quel service? Oui, si c'est du haut débit pour multiplier le nombre de camions sur les routes qui livrent des petits colis de 500 grammes, c'est un peu débile, c'est vrai. Voilà, et bon... Moi, d'abord, je vous trouve sévère de dire qu'on est toujours en retard. Quand je me déplace à l'étranger, je peste parce que franchement, c'est souvent que le réseau est moins bon qu'en France. Je ne suis pas sévère. Il est clair qu'en France, on a, par rapport au PIB de la France, on a un vrai retard. Écoutez, quand je voyage, moi, c'est pas ce que je vois à l'étranger. Je vois des vitesses de débit. Si vous allez dans certains coins des États-Unis, oui, les vitesses de débit sont supérieures. Si vous allez aux Pays-Bas, si vous allez dans 90% des pays, aujourd'hui, en France, on est meilleur. Donc, il faut arrêter toujours de se plaindre. Mais par contre, sur ce réseau, moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. On ne pense pas à sa globalité. Aujourd'hui, on laisse partir des réseaux haut débit de tout au lieu, et on ne se pose pas la question des ondes et de la question de la santé publique, de la question d'un certain nombre de choses. Dans 30 ans, on va découvrir que ça a des impacts. Au lieu de penser une infrastructure, moi, je lance une idée d'avoir, sur l'espace public, au lieu d'avoir un réseau partout, d'avoir des fontaines de Wi-Fi au débit qui servent à 5 mètres de distance. Quiconque veut se connecter se met dedans et qu'il y ait quelqu'un qui veut échapper aux ondes soit dans une zone blanche qui n'impacte pas sa santé. Et ça, c'est aussi une pensée des infrastructures. Là, on pense marché et on pense le premier qui arrive couvre tout et non, je disais ça parce que au lieu de penser justement une infrastructure de haut débit qui permette à chacun de se connecter quand il a envie et d'être en dehors du réseau quand il a envie. Oui, mais je disais parce que par rapport à votre dessin de quartier où on avait des distances courtes, on pouvait trouver près de chez soi de quoi acheter à manger, passer du bon temps, etc. Il faut à un moment donné qu'on soit quand même connecté au reste du monde pour des raisons d'usage presque contraint. Mais enfin, la société est ainsi faite. Après, si on se pose effectivement des questions sur la santé et sur les conséquences que ça pourrait avoir dans 30 ans, effectivement, on peut être un peu plus prudent. Monsieur Cornu, je ne vous ai pas trop entendu. Sur le haut débit ? Ouais.
Alors, effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est quand même les usages qui arrivent ici qui dictent un petit peu nos évolutions futures. Moi, j'ai pas une grande compétence sur cet aspect-là, mais quand je vous écoute, Bruno Charles, cette façon de présenter les choses et d'inquiéter d'ailleurs, peut-être à juste titre ou je ne sais pas, moi, je suis pas sur cette idée-là. Il est évident qu'aujourd'hui, tout bouge. Nos entreprises s'adaptent. On est dans le mouvement. Moi, aujourd'hui, demain, quel est le mobile? Je ne le connais pas. Quel est le carburant? Je ne le connais pas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la connexion qui est demandée par tout le monde. Nous, on contribue, bien sûr, à opérer sur ces affaires-là. C'est vrai qu'il y a des choix. C'est vrai qu'il y a des choix politiques, mais n'inquiétons pas par des propos qui, je dirais aujourd'hui, personne ne peut dire. Vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort. Voilà, Allez, on va clore ce débat. Je vais donner la parole pour le dernier mot à Jean-Christophe Louvet. Donc, vous avez votre rapport sous le bras. J'ai l'impression que vous ne le lâchez pas, ce rapport. Je lâche pas. Et donc, vous dites, pour résumer, parce qu'on comprenne bien, la croissance verte, pour nous, constructeurs d'infrastructures de mobilité, et puis pour les autres aussi, l'eau, l'énergie, Internet. Alors, ce rapport, c'est une immense bonne raison de ne pas désespérer des travaux publics. À un moment où on pouvait quand même se poser des questions sur effectivement l'intérêt de nos métiers, l'avenir de nos métiers, c'est aussi une capacité et une opportunité pour nous repositionner à la fois dans le débat, mais aussi dans l'action et dans la construction. C'est une façon de préciser et de présenter notre vision de la façon dont le monde bouge et surtout de la réponse. Et d'être locomotive un petit peu. Voilà. On a eu une surprise. Parce qu'en fin de compte, on a bien commencé par le début et fini par la fin. On a eu une première surprise bonne, c'est qu'on s'est aperçu que les entreprises étaient déjà engagées, qu'il n'y avait pas d'effet de taille, ce qui était une crainte. Oui, surtout chez vous, c'est très atomisé. Il n'y a pas, tout à fait. Il n'y a pas d'effet de taille. Des entreprises de toute taille sont déjà engagées dans ces travaux-là, quel que soit le domaine, qu'on soit sur l'eau, qu'on soit sur l'énergie, qu'on soit aussi sur la biodiversité. On parlera demain ici de biodiversité, qui sont des sujets qui nous importent. Donc, il y a déjà à hauteur de 50% des besoins. Ça, c'était la bonne nouvelle. Il y en a une moins bonne. C'est que, pour l'instant, les engagements qui ont été pris dans le cadre des politiques publiques ne sont pas couverts financièrement. Ça veut dire que la France, les collectivités ont pris des engagements. Alors Lyon n'est pas en retard, j'en conviens, c'est pas de la flagornerie, mais je veux bien entendre qu'on est ici chez un. Mais il manque des points de PIB. Mais il manque des points, il manque du financement, il manque de la décision politique aussi. Je pense quand même que sur le haut débit, il y a un petit peu de ça. On avait connu ça dans les années 70 avec le téléphone, on remet le couvert avec le haut débit. Si quelqu'un tapait un jour du poing sur la table pour dire allez maintenant c'est fini, c'est fait, et on met les moyens en face, on serait en mesure de le faire. Je ne partage pas votre point de vue. Moi aussi j'ai un peu voyagé. J'aurais tendance à penser que Kaboul est mieux desservi que, je vous garantis que si, pour y avoir été 2 fois, parce que les Américains sont passés par là. Alors on va dire que Lyon est mieux desservi que partout dans le monde. Voilà. Et Lyon est sans doute bien desservi. Donc ça n'est pas financé, le besoin est là, le besoin est exprimé, politiquement et techniquement, mais pour l'instant, c'est pas financé. Et ça, c'est notre vrai souci. Et c'est notre vrai souci, notamment dans le débat politique du moment. Merci à tous les 4 d'avoir apporté votre contribution à ce débat. On peut prolonger. Un petit mot. Un petit mot rapide. Simplement pour ajouter ce que vient de dire Jean-Christophe, pour le monde des travaux publics, c'est clair que les infrastructures, la gestion des flux, c'est la compétitivité des territoires. Oui. C'est la cohésion sociale, c'est le mieux vivre ensemble. Et l'emploi. Bien sûr, et bien sûr la croissance verte, on passera pas sans la croissance verte. Merci à vous 4 de vos éclairages respectifs et puis bon salon. On se retrouve un peu plus tard sur ce même plateau pour une nouvelle émission.